Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cabinet Story. Aujourd'hui, nous allons traiter la thématique des douleurs orofaciales et pour cela, nous accueillons une kinésithérapeute et un chirurgien dentiste. Julie, je te laisse le soin de te présenter. Alors bonjour, moi c'est Julie Machuré, je suis kinésithérapeute sur Toulouse en rééducation maxillofaciale exclusive dans un cabinet où on est 6 kinés et dont 5 à faire de la rééducation maxillofaciale. Et hyper spécialisé. Hyper spécialisé parce qu'on a énormément de demandes et que malgré le nombre, on n'arrive malheureusement pas à avoir des délais extrêmement raisonnables. C'est pour ça que j'essaye de former un maximum de kinés à la rééducation maxillofaciale pour essayer d'étendre le territoire le plus possible, mais on reste malheureusement pas assez nombreux. Ben ouais, je comprends. On y reviendra parce que moi j'ai la sensation qu'effectivement c'est compliqué de trouver un kinésithérapeute qui s'occupe spécifiquement de ça. Donc c'est hyper intéressant de savoir qu'il y a des structures où parfois ils sont assis au même endroit, quoi. Il faudrait effectivement plus sur l'ensemble du territoire. Je pense qu'on y reviendra. Et Antoine, voilà. Moi je suis omnipraticien à Cahors, j'ai mon cabinet de ville. Et puis j'interviens à la faculté de chirurgie dentaire à Toulouse, où je m'occupe avec mes collègues du DU d'occluso et de réhabilitation de l'appareil mandibulateur. Voilà, donc l'occluso, c'est l'histoire d'une vie. Le prendre au train. L'occluso, l'histoire. Mais je pense que même, alors, moi j'ai fait mes études à Bordeaux, et donc à Bordeaux, nous avons Emmanuel Dinco, et on sent effectivement que c'est une spécialité de passionné. Emmanuel aussi, très passionné. Mais d'ailleurs, on pourrait peut-être commencer par définir ce que vous appelez les DTM. Est-ce qu'on a la même définition? Parce que pour moi, DTM, ou parfois même troubles temporomandibulaires, voilà. En gros, ça va regrouper, je prends ma casquette là de dentiste du quotidien, les problèmes de l'articulation, mais j'ai envie aussi d'associer par exemple les problèmes de bruxisme, de claquement, de luxation, mais pas que. Ouais. Bah oui. Il y a quoi d'autre? Les DTM, en fait, c'est une grande espèce de grande famille, mais dans laquelle il y a beaucoup de choses, beaucoup de pathologies différentes. Ce sont des myoarthropathies. Ça veut dire quoi ce truc-là? Myoarthropathie, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de muscles et des problèmes articulaires. Donc en fait, c'est une grande famille, et puis comme dans une grande famille, bah, tu as les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les oncles, les tantes, etc. Et à la réunion de famille de DTM, il y a beaucoup de monde. D'accord. Et donc il y a des problèmes articulaires, comme tu dis, il y a les claquements, les craquements, les désunions discales, réductibles, irréductibles, les arthroses, voilà, etc. Plein de petites sous-pathologies qu'on ne voit pas souvent, mais qui existent aussi un petit peu. Et puis, dans les problèmes musculaires, c'est en fait le gros de la troupe. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à mettre le focus sur l'ATM dans ces douleurs et troubles fonctionnels, mais en vrai, le gros de la famille, c'est les douleurs musculaires. Tu peux avoir des douleurs musculaires seules. Quand tu as des douleurs de l'ATM, tu as toujours du musculaire associé. D'accord. Et le problème du musculaire, c'est que c'est justement ce qui fait que c'est pas assez dépisté parce que on va avoir des signes très marquants avec les bruits, mais finalement, des douleurs qui sont liées à des douleurs musculaires passent plus facilement, en fait, on va dire, sous les alarmes et du coup, les patients vont rester avec leurs douleurs qui vont se chroniciser et c'est là où ça devient un vrai problème. Voilà. D'accord. Et les douleurs musculaires, donc là, j'ai en tête, par exemple, les céphalées, quand même les migraines. En fait, dans les migraines, c'est un grand fourre-tout, la migraine. Il y a des migraines... les DTM n'entraînent pas de migraine. Les DTM, ils vont entraîner ce qu'on appelle des céphalées de tension, surtout liées aux tensions, par exemple, du muscle temporal. C'est les patients qui ont des douleurs en casque, comme ça, qui vont avoir surtout en fin de journée des tensions, des impressions d'enserrement, mais qui ne sont pas des vraies migraines. Les vraies migraines sont plutôt soit d'origine neurologique, vasculaire, hormonale. Voilà, donc c'est pas du tout le même champ, mais en effet, difficile pour un patient de faire la différence entre une migraine et une céphalée de tension. Donc ce sera à nous de faire la différence et surtout à celui qui va faire le diagnostic. Ok. Ouais, donc DTM, une grande famille qui génère des signes cliniques d'une autre grande famille. C'est ça. Extrêmement variés, extrêmement étalés, compliqué. Et donc là, du coup, on touche du doigt déjà un petit peu la complexité de la prise en charge de ces pathologies. Non,
au quotidien, alors on reçoit beaucoup de patients en cabinet dentaire atteints de troubles, ou de problèmes au niveau de l'articulation. Alors ça peut se manifester avec des formes de bruxisme, mais encore, je ne sais pas si c'est tant associé que ça. Et c'est vrai que face à ces patients-là, et bien, vu à titre personnel, on ne comprend pas toujours l'étiologie. Je ne sais pas trop quel est le traitement. Pendant un temps, je pensais que mettre des gouttières, c'était la solution au fait que ça va créer un déséquilibre au niveau de votre occlusion, donc vos muscles ne vont pas se mettre en tension, vous allez mieux dormir et avoir moins mal à la tête. Je ne sais plus où j'avais entendu ça, mais je trouvais que ça collait bien comme discours, et donc du coup, j'avais tendance à le faire. Après, j'ai compris que ce n'était pas la réponse à tout. Mais vu qu'on est, en tant que chirurgien dentiste, un petit peu... on ne sait pas trop où on va, on a tendance un peu parfois à mettre ce problème, pas le négliger, mais le dédramatiser en disant oui, c'est comme ça, vous êtes stressé en ce moment, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, mettez-vous à faire du yoga, changez de métier, des choses, mais qui au final ne vont pas forcément résoudre. Le patient, il ne vient pas nous voir pour qu'on lui dise changer de métier, ça ira mieux. C'est à mon sens un non-sens. Donc peut-être que est-ce qu'il y a un moyen de diagnostiquer peut-être un peu plus facilement ces problèmes-là pour mieux orienter que, en gros, cette pathologie et cette relation un peu du quotidien entre un patient atteint de ces troubles-là et un praticien pris au dépourvu trouve plus de solutions et donne pas lieu à une non-prise en charge au mieux, ou alors une mauvaise prise en charge au pire. Peut-être qu'on peut aggraver les choses aussi, quoi. Et tu sais, c'est toujours un problème de connaissance. C'est-à-dire que, historiquement, la discipline, elle s'est développée grâce à des chirurgiens maxillofaciaux et des dentistes. Donc, on a regardé très souvent ces douleurs comme étant d'origine dentaire, puisque quand on a un marteau, il y a beaucoup de choses qu'on voit qui ressemblent à des clous. D'accord ? Donc, on a attribué ça à l'imputabilité à des classes 1, des classes 2, des classes 3, des interférences, des problèmes, des différences de relations entre la relation centrée, tu vois, l'OIM, etc. Tous ces concepts dento-dentaires, les édentements compensés, non compensés, les béances, etc. Puis après, on s'est rendu compte, un peu plus tard, dans les années 70-80, qu'il y avait du psy, il y avait des composantes émotionnelles, psychologiques, qui rentrent en ligne de compte. Et puis, on a commencé à considérer qu'il y avait des composantes génétiques, et puis qu'il y avait des composantes récemment de sommeil, par exemple. Par exemple, les douleurs apparaissent après des problèmes de sommeil et non pas avant. Nous, on avait des patients qui venaient nous voir, qui nous disaient qu'ils avaient mal et qui dormaient mal. Et on leur disait, c'est normal, vous dormez mal, puisque vous avez mal. Mais en fait, c'est l'inverse. On s'est rendu compte que les patients dormaient mal et donc avaient mal par la suite. Tu vois ? Donc, on a renversé un petit peu. Donc, il y a une évolution du champ des connaissances par rapport à ça, qui a fait considérer tout un tas d'étiologies, et largement plus étendues que les étiologies dentaires. On a intégré des étiologies hormonales, des étiologies traumatiques, des étiologies sexuelles, puisque les femmes ont plus de douleurs et de troubles fonctionnels que les hommes, etc. Bref, il y a une quinzaine d'étiologies, on va dire. Et aujourd'hui, si tu veux, le modèle unique, linéaire d'une étiologie conduit à une pathologie, il est faux. D'ailleurs, il est faux quasiment en médecine, quasiment tout le temps, et encore plus sur ces maladies chroniques ou compliquées, comme les maladies cardiovasculaires. Tu fais pas un infarct parce que tu as du diabète ou juste du cholestérol. Non, tu fais un infarct parce que tu as une génétique qui va pas bien, tu as du diabète, du cholestérol, tu es sédentaire, tu fumes. Et c'est pareil pour les DTM, c'est une sommation de choses qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas passer d'un état d'adaptation à un état de maladaptation, et tu vas déclencher, tu vas entretenir des douleurs là où auparavant tu étais adaptatif d'un problème préalable. Donc c'est un problème de connaissance. Il faut acquérir ces connaissances, essayer de démêler un petit peu comme une chatte, essayer de retrouver un petit peu ses petits, et puis après essayer de proposer au plus juste des prises en charge personnalisées pour les patients. Ouais. Des prises en charge personnalisées, et tu as dit, devant autant d'étiologies, finalement, le chirurgien dentiste, il ne peut pas y arriver tout seul. Hein. Si. Il peut. Et le boss, il est formé. Le traitement est plutôt simple. Il oriente. Non ? Oui, mais parce que le traitement est simple, il est plutôt basé sur les symptômes. Donc en fait, on ne va pas aller vraiment traiter l'étiologie. D'ailleurs, on n'a pas toujours l'étiologie déclenchante. On sait qu'on va avoir des facteurs favorisants, prédisposants. Donc là, on va pouvoir essayer de les traiter.
le facteur déclenchant n'est pas toujours facilement mis en évidence, mais c'est pas grave. On va aller s'intéresser aux symptômes qui sont surtout musculaires, articulaires. Et en effet, ça, c'est plutôt les kinés, mais on est souvent amené, et même assez régulièrement, avec les dentistes, avec des orthèses. Et puis, on va justement s'occuper de toute la partie stress que tu as parlé, qui est une composante quand même extrêmement importante. Donc là aussi, ça fait partie de notre prise en charge. Et puis, parfois, encore plus compliqué, parce que certains DTM sont un peu plus complexes que d'autres. Mais la plupart des DTM sont simples, avec des traitements simples. La difficulté, c'est de ne pas les laisser se chroniciser. D'accord. Donc, face à un patient qui présente ces troubles, quelles seraient genre les premières étapes pour être sûr, enfin, pas pour être sûr, mais en tout cas, pas lui faire perdre de chance de son côté, et puis s'engager dans une bonne prise en charge? C'est déjà de trouver peut-être l'origine de la douleur. C'est-à-dire qu'une douleur dentaire n'est pas forcément liée à un problème dentaire, une douleur dans l'oreille n'est pas forcément liée à un problème ORL, et c'est ça qui entraîne, à mon avis, beaucoup l'errance. Et puis, peut-être aussi se dire qu'on peut le gérer. Parce que souvent, quand on dit « Ah, c'est un problème de muscle ou un problème d'articulation ou c'est un problème occlusaux », on va dire « Je vais l'envoyer chez un spécialiste. Oui. » Or, si c'est un DTM simple, on peut, au sein de son cabinet, le traiter. Et déjà, avec des techniques simples. Et rien que ça, déjà, finalement, on pourrait facilement, on va dire, soulager le patient dans un premier temps. Et puis, dans les cas plus complexes, pourquoi pas réorienter vers des gens plus spécialistes, mais en omnipratique, je pense que certains dentistes peuvent déjà le gérer. Ah oui, évidemment. Voilà. À mon avis, plus de 80% des DTM peuvent être gérés facilement en pratique de ville. D'accord. Bien sûr, bien sûr. En gros, il y a 3 outils thérapeutiques qui viennent assez souvent. Le premier, d'abord, c'est l'éducation thérapeutique. Il faut expliquer aux gens ce qu'ils ont. C'est un patient qui a une douleur comme ça dans l'oreille. Préauriculaire, donc ATM, etc. Au début, il va aller voir son médecin qui va regarder, il va dire non, je vois rien, je sais pas, cette douleur, peut-être je vais mettre des antibiotiques, etc. Et puis ça passe pas. Puis il va aller voir l'ORL qui ne confirme rien. Et puis on comprend pas, donc on va aller voir le dentiste qui dit tiens, c'est peut-être une dent de sagesse. Bon, non, il n'y a pas de dent de sagesse, ou on extrait la dent de sagesse et puis ça ne résout pas le problème. Et puis, on va aller voir le neurologue, peut-être, tu vois, je sais pas. Et puis, au bout d'un moment, on va dire, écoutez, on va aller voir l'ostéopathe. Alors, peut-être ça va aller un peu mieux, puis ça va revenir. Et puis, on va aller voir le psy, peut-être, au bout d'un moment, parce qu'on pense qu'on est fou. Et puis, au bout d'un moment, on va tomber sur un gars qui vous dit, non, vous avez une myalgie du temporal ou une myalgie du masséter. Mais c'est quoi ça? Vous êtes sûr que vous n'avez pas un cancer? Non, vous n'avez pas un cancer. Vous avez une espèce de crampe, pour faire un petit peu caricatural, chronique d'un muscle profond, là, ou d'un muscle puissant, qui fait que vous avez mal et des irradiations dans l'oreille. Vous êtes sûr de ça? Oui, j'ai sûr. Ok, donc il y a une phase de réassurance. Et puis après, la kinésithérapie, alors ça, c'est vraiment une arme qui est vraiment exceptionnelle à la disposition des omnipraticiens, qui est simple, qui est peu invasive, qui est réversible, qui est de première intention, qui est devenue, pour moi, la prise en charge de première intention, et de très loin. Et puis après, on peut faire des orthèses aussi. On pourra parler différents types d'orthèses éventuellement. Voilà, déjà, si vous faites un diagnostic pas trop loin, et puis un peu de kiné, un peu d'orthèse, déjà, vous allez prendre en charge une grosse partie des DTM. Grosse partie, de manière assez simple. Ouais, et là, je me mets à la place du patient. Le schéma que tu as décrit, effectivement, c'est le schéma classique, mais il doit y avoir un effet nocebo énorme. Pour le patient qui passe de spécialiste en spécialiste et personne ne voit rien, à un moment donné, il se dit « moi j'ai vraiment mal », mais tout le monde lui dit « non, 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 non ». Donc en gros, ça va entretenir en plus ces problèmes, ça va accroître la composante psychologique, stress, et puis finalement après déclencher... Et c'est très angoissant, c'est très impactant sur le quotidien, et autant on va pouvoir comprendre un arrêt de travail pour une lombalgie, autant un arrêt de travail parce que tu as mal à la mâchoire. Dans la société, ce sera beaucoup plus difficile à être compris. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est minimisé souvent de la part des patients. Et c'est encore plus compliqué quand ils viennent en soins, qu'on les soulage en plus des fois rapidement, de comprendre que ça fait des années
qui traînent pour finalement un soin qui aurait pu être simple et rapide. Ça, c'est souvent la grosse déception pour le patient, c'est de voir que finalement, des fois, ils auraient pu être soulagés beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement, alors que ça fait des années qu'ils traînent. Ouais. Et du coup, face à ça, ils adhèrent directement au discours ou parfois ils ont tendance à dire non, mais écoutez, ça fait des années que je suis là, j'ai vu tout le monde, donc votre petit truc. Non, en général, ils adhèrent. Ils s'adhèrent parce qu'en plus, comme dans l'équipe, on a tous le même discours. C'est très rassurant pour le patient. C'est ça qui est rassurant, c'est qu'il va déjà aller voir Antonin, qui va lui dire bah non, c'est un DTM, c'est un problème musculaire. Il va voir le kiné qui va dire en effet, vous avez des tensions, on va pouvoir les traiter. Peut-être après, justement, voir quelqu'un qui va les aider à gérer le stress, qui va limiter les tensions musculaires. Et finalement, tout le monde aura le même discours. Ça va être concordant, c'est rassurant, ça le soulage. Très vite, c'est le cercle vertueux. À l'inverse. Voilà. Qu'il ne faut pas négliger. Du coup, Antonin, tu adresses beaucoup au kiné. Tu as dit en première intention, tu le fais systématiquement pour... Sur 95% de mes prises en charge, il y a la kinésithérapie maxillofaciale. Hein. Ok. Ouais. Et là, donc, tu prescris rééducation relaxation de la sangle temporomandibulaire. Rééducation maxillofaciale, faut faire simple, rééducation maxillofaciale. Rester ouvert, pas marquer séance, des trucs comme ça. Il n'y a pas besoin de nombre de séances. Le kiné, quand il reçoit le patient, on va faire le bilan et en fonction du bilan, adaptera les techniques nécessaires, le nombre de séances. Pour ça, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment se simplifier la vie. Oui, bien sûr. Voilà. Ok. Et toi, Julie, de ton côté, tu reçois d'autres correspondants que des chirurgiens dentistes? Par exemple, j'ai des orthodontistes, j'ai quelques chirurgiens maxillo et après quelques ORL. Ça, c'est quand même le plus gros de la cohorte. Je peux avoir quelques médecins généralistes, mais ça reste assez rare. Ouais, ils sont peu sensibilisés à ça. Et après, quelques pneumologues ou cardiologues, mais ça reste extrêmement rare. Le plus gros de la cohorte, c'est les chirurgiens dentistes, surtout ceux qui ont été sensibilisés à l'occlusion. D'accord. Et les orthodontistes. D'accord. Ouais. Donc on est aux avant-postes. Ah oui. D'apporter la solution à ces... Pour une raison simple, c'est que les dysfonctions temporomandibulaires sont la première cause de douleurs orofaciales après les odontalgies. Les douleurs dentaires sont donc la première cause et les dysfonctionnements temporomandibulaires arrivent juste derrière. Ce qui fait que quand tu fais un diagnostic positif, tu dois aussi faire un diagnostic différentiel. Et donc le diagnostic différentiel, qui du mieux que les chirurgiens dentistes pour écarter une douleur d'origine dentaire. Donc, quand on se pose la question qui doit prendre en charge et orchestrer d'une certaine manière dans un réseau de soins une coordination, les chirurgiens dentistes, ils sont vraiment aux avant-postes, ils doivent éliminer les causes dentaires. Et puis après, s'il y a des orthèses, c'est eux aussi qui sont là pour réaliser, positionner, confectionner, régler les orthèses. Donc, voilà. Donc, quand on cherche un chef d'orchestre, c'est dans notre profession qu'il va falloir le trouver. Ok, ça fait sens. Deuxième cause de douleur, c'est... Ouais, et deuxième cause de TMS. C'est-à-dire que la première cause de trouble musculo-squelettique, c'est la lombalgie, et le deuxième, c'est le DTM. Ah oui? C'est énorme. Niveau santé publique, niveau coût, je pense que c'est assez important. Ouais. C'est d'autant plus incroyable qu'au final, la prise en charge est complexe, peu de personnes sont sensibilisées, alors que, en gros, ça touche, je ne connais pas la prévalence, mais je sais qu'au quotidien, c'est pas rare d'en voir, et puis alors... Comme tu as dit, quand on a un marteau, on voit des coups partout. Donc, quand on s'y sensibilise, après, on doit en voir. On n'a pas besoin de s'occuper de tous les DTM parce que finalement, les DTM symptomatiques ne sont pas aussi nombreux. Et heureusement que tous ceux qui ont juste un symptôme, comme un bruit articulaire, par exemple. Et heureusement parce que la plupart des DTM, on va avoir des résolutions positives spontanées. Donc, on ne va pas nous traiter ces patients-là et on n'aurait pas assez de mains entre les dentistes et les kinés pour le faire. Donc, c'est heureusement. Mais il y a un vrai... on va dire une vraie couche de la population noire qui est non identifiée, qui est souvent non traitée, et qui fait que beaucoup de praticiens, on a l'impression que finalement, ils ne vont pas avoir beaucoup de demandes.
Oui. Moi, quand je forme les kinés, en général, dans juste le panel de kinés formés, quand je leur demande qui a déjà eu mal ou qui a mal ou qui, eh ben, j'ai toujours plusieurs mains qui se lèvent. Et c'est d'ailleurs pour ça souvent qu'ils viennent à la formation. Et même des fois chez les étudiants kinés ou je pense chez les étudiants dentaires, c'est la même chose. Hein. Et finalement, quand ils se rendent compte du nombre de personnes, ils se disent mais finalement, on va avoir de la demande. Alors qu'ils ont l'impression que c'est une spécialité Oui, où au quotidien, ils n'auront pas forcément besoin d'eux. Et au quotidien, si les gens s'occupent un peu, ne serait-ce que de leur entourage, ils verront que des gens qui ont eu ou qui ont mal à la mâchoire, eh ben, il y en a beaucoup. Ouais. D'accord. Et pourquoi il y a si peu de personnes, entre guillemets, qui s'y intéressent? Est-ce que c'est le système de santé qui pas très bien orienté pour la prise en charge de ces pathologies ou parce qu'au final, si ça intéresse tout le monde, bah, il y a un intérêt pour chacun de s'y sensibiliser au moins, quoi. Mais je pense que c'est parce que justement, c'est à la limite de deux professions. C'est-à-dire que finalement, ça va concerner la face et la bouche des dentistes, mais dans plutôt le côté musculaire articulaire. Et nous, au niveau des kinés, finalement, la face, c'est pas sur ça qu'on est le plus formé. Donc finalement, tout le monde a l'impression que ça ne fait pas partie de son domaine de compétences. Or, ça fait partie de nos deux domaines de compétences de façon extrêmement étroite, d'où l'importance finalement que les deux professions s'y intéressent. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on n'a pas creusé ce sujet parce qu'on est rentré directement dans les DTM, mais quels sont vos chemins, vos parcours, comment vous êtes arrivé à vous spécialiser justement pour ces troubles-là? Ben, moi, c'est les histoires. Évidemment, c'est toujours des trajectoires. Mais je me souviens, j'étais en 3e et en 4e année. Alors, au début de mon cursus universitaire, comme pas mal d'étudiants, j'ai fait un peu la fête. Et puis, arrivé en 3e ou 4e année, je me suis dit qu'il fallait que je commence à travailler un peu et à être un peu sérieux. Et j'ambitionnais un peu d'être un praticien pas trop mauvais. Donc, je me suis dit, bon, si tu veux être un peu pas trop mauvais, il va falloir que tu comprennes, tu aies des éléments de compréhension dans chacune des disciplines qui vont concerner l'omnipratique. Et celle qui me paraissait le plus obscure et la plus invraisemblable à comprendre, c'était l'occluso. Ça me paraissait d'une complexité infinie et je ne comprenais rien à ce qui se racontait en cours. Et donc je me suis dit, bah écoute, tu vas commencer par ça. Et puis si tu arrives à démêler ça, le reste, ça devrait suivre. Et après, j'ai pas vraiment décroché. Je me suis pas réussi à démêler. Je me suis passionné pour ça. Après, j'ai fait plein d'autres choses, de la prothèse, de l'implantologie, tout ça. Passionnant aussi, mais avec toujours cette histoire d'occluso derrière la tête. Et donc j'ai aimé l'occluso, j'ai aimé les réhabilitations complètes, j'ai aimé la prise en charge de ces patients douloureux, etc. J'ai fait mon DU avec André d'Arthez à la fac à Toulouse en 2005. Et puis, je commençais à prendre en charge mes patients dans mon cabinet. On n'avait aucun lien avec les kinés à l'époque. On bossait un petit peu avec les ostéos. Et sans vraiment savoir ce qu'ils faisaient, ça nous paraissait un petit peu compliqué, un petit peu ésotérique parfois. Et puis un jour, dans mon cabinet, j'ai un kiné qui m'appelle de Montauban, Julien Lacombe, que je salue d'ailleurs, et qui me dit « Ah, moi j'ai fait une spé maxillo, on pourrait peut-être bosser ensemble. » Pourquoi pas, bah écoute, viens, etc. Et en fait, on se rend compte quand il rentre dans mon cabinet qu'on se connaissait, on a fait notre première année de médecine ensemble. Ah oui. Donc on se dit « Ah ok, c'est cool, donc bon, très bien. » C'est pas l'année où tu fais le plus la fête. Voilà. Donc on a commencé. C'est impressionnant quand même. Et je lui envoie des patients, et comme lui, il venait de monter son activité, moi j'avais déjà du boulot, je lui envoie mes patients, et puis ils avaient rendez-vous tout de suite. Et moi, il revenait 3-4 mois plus tard pour faire mes gouttières. Et donc moi, je faisais mes petites gouttières dans mon coin, mais quand les patients revenaient, la plupart me disaient, mais en fait, j'ai plus mal. Ah bon, vous avez plus mal? Non, j'ai plus mal. Je vous traite pas. Pas besoin de gouttières. Vous revenez, c'est un problème. 1 fois, 2 fois, 3 fois, de plus en plus. Donc au bout d'un moment, ça a fini quand même par me convaincre, cette espèce de temporalité, que c'était quand même intéressant de bosser avec des kinés qui étaient formés parce qu'ils avaient quand même des choses à nous apporter. Après, j'ai rencontré Julie. On a commencé à vouloir travailler ensemble, faire des confs ensemble aussi. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement une évidence pour nous que la kiné, c'est devenu la prise en charge de première intention dans l'immense majorité de nos prises en charge. Que Julie a fait des cours à la fac en dentaire auprès de nos étudiants, au DU. Que mes collègues et moi à Toulouse, Florent Destruo, etc., et on fait des cours en kiné. Voilà, il y a vraiment une interdisciplinarité dans le soin, mais aussi dans les processus pédagogiques qui est mis en place et depuis de nombreuses années. Voilà un peu l'histoire de
Excellent. Voilà. Ok, top. Et toi, Julie, comment tu t'es spécialisée? Alors moi, j'avais eu un cours de maxillofacial dans mon cursus initial de kiné, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles, et qui avait été extrêmement compliqué. Il y avait des caméras, et j'étais ressortie de ce cours-là en disant à ma binôme, alors ça, c'est vraiment la spécialité que je ne ferai jamais. Et puis, les années passent et je me retrouve à Toulouse et je travaille en collaboration avec une orthophoniste qui était dans les appartements au-dessus du cabinet, qui m'envoyait des patients avec des problèmes plutôt de cancer à l'époque. Et moi, je faisais les drainages, mais je me disais, je sens bien qu'il faut faire autre chose pour ces patients, que je suis un peu limitée. Donc, avec ma collègue, on a décidé de se former. J'ai trouvé ça hyper passionnant. Et là, j'ai commencé à apprendre un petit peu. Puis après, j'ai rencontré d'autres professionnels, dont Antonin. Et là, ça a matché. On a commencé à beaucoup parler. Je suis allée à la fac faire le DU d'occluso. Et là, je me suis dit, mais ouais, c'est génial. Et surtout, déjà, c'est hyper gratifiant parce qu'on arrive très vite à soulager les patients. Donc, c'est quand même dans le soin quelque chose qu'on attend. Mais ouais, quand on commence, c'est quand même bien d'arriver à se dire, finalement, je l'ai soulagé vite, il est content, et finalement, ça lui permet, lui, au quotidien, d'être mieux. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, en plus, physiquement, c'est un petit peu moins compliqué aussi que d'aller mobiliser une cuisse de sportive. Donc, je m'épargnais un petit peu les articulations. Donc, c'était quand même aussi un autre point qui était intéressant pour moi. Et donc, voilà, je n'avais pas prévu au début de ne faire que ça, mais très vite, avec le travail demandé et le fait que ça me passionne, et voilà, je me suis de plus en plus orientée. Et c'est vrai qu'en plus, maintenant, les DTM, c'est une grosse majorité de mon activité. D'accord, mais en plus de la passion, enfin, vous allez plus loin que ça, parce que vous formez, vous transmettez, donc à travers les conférences. Tout à l'heure, tu l'as dit, vous êtes 6 dans ta structure. Est-ce que tu fais du mentorat? Tu formes un petit peu tout le monde, ou vous êtes tous montés en compétences en même temps, ou alors c'est... Non, au début, on était 2 avec ma collègue. Et puis, au fur et à mesure que le cabinet s'est développé, on a pris des collègues qui ont vu qu'on faisait ça, donc ils s'y sont intéressés. Et puis, maintenant, quand je vais former des kinés, j'essaie de recruter des futurs collègues. Les gens formés, parce qu'on a beaucoup de demandes. Et oui, la formation, au début, j'en faisais pas beaucoup. Et c'est Antonin qui m'y a beaucoup poussé en me disant, mais parce que je me plaignais qu'on n'était pas assez, que les gens faisaient beaucoup de routes pour venir me voir. Et je lui disais, mais c'est quand même dans le côté biopsychosocial du soin, quelqu'un qui fait 1h30 pour faire une demi-heure de kiné, 1h30 de route pour une demi-heure de kiné, on est quand même dans les limites du traitement. Donc, il n'aille pas au bout, quoi. C'est ça, c'est quand même vraiment pas logique. Donc là, il m'a dit, oui, mais il faut former les kinés, il faut former. Donc au début, je dis non. Et puis après, finalement, je m'y suis mise. Et du coup, je suis allée aussi former tout simplement à la source, donc à l'école de kiné, parce que finalement, si on veut que la spécialité se développe, il faut intéresser les plus jeunes, donc dès la formation initiale. Et c'est vrai que maintenant, on continue aussi les kinés. Et quand on voit des étudiants qu'on a formés à l'école venir après en formation continue, on se dit c'est bien, c'est qu'on a fait le boulot, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. C'est que ça leur a plu, c'est qu'on a fait passer un message, donc c'est chouette. C'est ça, mais la formation, même un peu tout au long de notre parcours professionnel, tu l'as dit Antonin, c'est des rencontres humaines aussi, des aventures, et c'est ce qui est beau. Que ce soit avec des patients, des confrères, ou même après d'autres populations. Ok, génial, hyper inspirant, beau parcours. Est-ce que ça vous dit si on fait un petit jeu, un petit vrai-faux, pour balayer encore un peu plus les TDM et quelques idées reçues? Vous êtes chaud? Oui, on est chaud. Allez, premier vrai-faux. Les principales causes des DTM, j'ai bien dit? Parce que je fais TDM depuis, ok. Allez, les principales causes des DTM sont uniquement liées à des problèmes dentaires. Bon. On a un peu spoilé la réponse. Tu peux répondre celle-là. Hein.
Alors non, pas que. Pas que. C'est faux. Je crois qu'il y a un peu tout ce qui existe qui peut être lié. Elle est quand même intéressante ta question parce qu'effectivement au début on disait que c'était que dentaire et après on a eu dit que c'était que psy, après etc. Et en fait aujourd'hui on est en train de se rendre compte que il y a quand même du dentaire. Si tu veux, on l'a eu éliminé un petit peu rapidement jusqu'à dire parfois que non, il n'y avait plus rien de dentaire. Je pense que c'est tout aussi faux de dire qu'il n'y a rien de dentaire que de dire qu'il n'y a que du dentaire. D'accord ? C'est comme si tu disais les problèmes au genou n'ont aucun rapport avec les pieds. Il y a peut-être des rapports avec les pieds, peut-être il n'y en a pas, mais en tout cas, c'est quand même compliqué de dissocier deux organes comme ça, dont la fonction semble aussi intimement reliée. C'est comme en orthodontie. Si tu dis, est-ce que les traitements ortho peuvent causer des problèmes de douleur et des dysfonctions? Ça, c'est la grande question. Tu sais, il y a eu un procès fin des années 80 aux États-Unis, un praticien qui a été condamné à quasiment $1 million. Affolement des sociétés scientifiques, qui se sont dit, oh là là, nos primes d'assurance, etc. Et beaucoup de biblios qui a été sortis dans les années 90-2000. Les orthos qui disaient, bah non, etc. Puis les occlusos qui disaient, bah si, en fait, peut-être, etc. Donc la question est plus complexe. Il faut regarder comment les traitements sont faits, il faut regarder comment sont faites les finitions, etc. etc. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais le lien entre tout au final dans le corps humain, voilà. il se revoit partout. La plupart des TTM sont simples et en effet ne sont pas forcément liés à l'occlusion et certains sont plus complexes et là on ne peut pas nier le rôle de l'occlusion. Donc en fait il va falloir, oui en effet pour certains ne pas avoir de lien du tout et pour certains, les plus complexes, certes qui ne sont pas la majorité, mais qui viennent souvent, eux, consulter, eh ben, il y a l'impact dentaire. Donc oui, ce n'est pas lié qu'aux dents, mais parfois, ça en fait partie. Oui, puis, vous l'avez dit tout à l'heure, vu qu'il y a une composante musculaire aussi importante dans les douleurs, les sternocleidomastoïdiens, enfin tout qui... et puis même quand il manque des dents, des semelles aux pieds... quand il manque des dents et qu'on parle d'équilibre musculaire... oui. On peut trouver un lien. Ouais. Ça va être compliqué de dire aux patients, bah non, il faut mâcher des deux côtés. Bah oui. Il manque quand même une partie des dents. Donc non, oui, il y a quand même des liens qui sont indéniables. Et puis, il faut intégrer cette vision globale de l'individu. C'est-à-dire, il faut arrêter de penser que nous, chirurgiens dentistes, on est spécialistes d'un épiphénomène cuspido-cuspidien, quoi. C'est pas ça, l'occlusion. L'occlusion, c'est pas deux cuspides qui se rencontrent. Ça, c'est le point terminal. L'occlusion, c'est un phénomène dynamique de prise d'ancrage de la mandibule sur la base du crâne. Et donc, si tu veux comprendre ce phénomène dynamique, il te faut défocus un peu. Évidemment, il faut considérer le patient dans sa globalité, arrêter de considérer que l'occlusion s'arrête à la dernière molaire ou à la première cervicale, mais on soigne des gens, c'est-à-dire avec leur physiologie, leur posture, leur psychologie, leurs croyances personnelles, etc. Environnement, tout est lié. J'aime bien l'image de Usain Bolt. Une fois, je parlais avec un ami qui fait du karaté, pareil, et il m'expliquait la différence entre un mec qui donne un coup comme ça et un pro de karaté qui va mettre en gros en synergie tous ses muscles pour trouver de la puissance là où... on ne savait même pas qu'il faut en chercher. C'est un peu comme Usain Bolt. Effectivement, c'est la composante de ses hanches, son langue, la longueur de ses jambes, enfin tout ça, c'est un tout. C'est pas juste des jambes qui vont vite, c'est plus que ça. Deuxième question. Les techniques de kinésithérapie sont efficaces pour traiter les troubles de l'appareil manducateur? Non. Ça va être... Bah oui. Bah oui. Oui, bah oui. Alors en plus, comme on l'a dit, comme il y a quand même beaucoup de composantes musculaires et quand même le muscle, c'est un peu le dada du kiné, hein. On a pas mal de techniques qui vont être vite efficaces, qui vont être adaptées en fonction du bilan qu'on aura. Donc oui, la kiné est efficace et on va pouvoir, outre les techniques musculaires et articulaires, avoir d'autres composantes pour s'intéresser, encore une fois, au patient dans sa globalité, donc aux fonctions masticatoires, linguales, et même un peu à ce stress de nos patients. Donc, on va accompagner le patient et ça fait aussi partie de la prise en charge du kiné. Des séances de relaxation. Par exemple, hypnose, relaxation, voilà, tout ça. Trop bien. Trop bien, trop bien.
troisième question, un peu moins évidente. Les femmes sont moins susceptibles de souffrir de troubles temporomandibulaires que les hommes. Alors, sont moins. Alors, je vous laisse répondre. Je vais avoir une anecdote, parce que quand j'ai commencé à travailler avec Antonin et donc à assister à ses conférences, il disait que les femmes étaient beaucoup plus sujettes au DTM que les hommes. Je disais, c'est pas vrai. Non, moi, dans mon cabinet, j'ai beaucoup d'hommes, j'ai autant d'hommes que de femmes. Et puis, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de la population grandissante du cabinet, en fait, indéniablement, les femmes sont beaucoup plus sensibles au DTM que les hommes. On dit même des fois sur certaines études 3 à 5 fois plus. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus. Et les femmes jeunes. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire comprendre, c'est que souvent, les gens viennent me voir en me disant « Ah là là, je suis allée voir le dentiste ou l'orthodontiste, il m'envoie parce que je craque et je suis jeune, donc il a peur que ça se détériore. » Non, c'est pas grave. Le DTM est une pathologie de la femme jeune. Donc, c'est normal que ça arrive chez les jeunes. Et quelque part, le vieillissement, c'est un facteur protecteur. Bah oui. Du coup, pourquoi? Parce que on est moins flex. Je dis ça, j'ai le souvenir, alors, cours de P1, je crois, cours de tête et cou, où le prof nous parlait justement des luxations. Et là, pour le coup, luxation, enfin, d'ATM, qui arrivait plus chez la femme jeune, parce que la femme est plus laxe, voilà, que l'homme. Donc, alors, c'est une possibilité. Ça, c'est compliqué. C'est des gros raccourcis, hein, là aussi. C'est vrai que c'est le souvenir que j'avais, donc j'aurais répondu... La laxité joue, mais c'est certainement pas le seul facteur pour qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Mais c'est certainement que ça joue les hormones, certainement aussi beaucoup. Hein. On n'a pas toujours les réponses. Pas toujours. Mais c'est sûr que plus les gens finalement vieillissent, moins ils ont de risque de déclencher des DTM. Donc c'est plutôt rassurant finalement. Ouais, parce que l'articulation reste mise en place, les sondes musculaires sont plus renforcées. Cette articulation, elle a une spécificité, par exemple, par rapport à la hanche ou au genou, c'est que c'est une articulation suspendue. C'est pas une articulation en charge. D'accord. Et ça change beaucoup de choses, notamment dans les processus de vieillissement ou d'arthrose. Quand tu vas avoir une arthrose du genou ou de la hanche, ce sont des articulations en charge qui vont provoquer des douleurs, notamment de surcharge, etc. L'ATM, en fait, on a peu de patients qui viennent pour des plaintes liées à des arthroses des ATM. Alors qu'il y a énormément d'arthroses dans les populations de plus de 70 ans. Énormément et très peu de plaintes. Parce que c'est une articulation suspendue. Donc, est-ce qu'il faut, par exemple, prendre en charge préventivement les ATM pour ne pas qu'il y ait de l'arthrose, etc. Absolument pas. D'un point de vue scientifique, c'est complètement faux, et d'un point de vue éthique, c'est inacceptable. Voilà, de dire aux gens, surtout, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que là, sinon, vous allez avoir de gros problèmes. Éthiquement, c'est aujourd'hui non soutenable. C'est un non-sens. Ok. Les examens radiographiques sont rarement nécessaires pour diagnostiquer les DTM. Alors, au début, j'aurais dit faux, mais finalement, je comprends. Enfin, vous ne l'avez pas évoqué depuis le début, donc je me dis que c'est vrai. Vous n'avez pas spécialement besoin de ça pour faire le diagnostic, mais... En fait, ça dépend de ton niveau de compétence. C'est-à-dire que si tu es peu expérimenté, notamment dans l'examen clinique, tu vas avoir peut-être du mal à avoir une réponse discriminante par rapport à des signes que tu veux trouver. Mais si tu es expérimenté, nous, dans notre pratique, au sein du DU, par exemple, à la fac à Toulouse, ou chez les praticiens expérimentés, la prescription d'IRM, c'est moins d'un patient sur 30. Hein. Ouais. Voilà. Ou moins d'un patient sur 20. Type IRM scanner. La radio panoramique, c'est différent. Parce que la pano, c'est l'excellent examen de débrouillage, de diagnostic différentiel, pour éliminer tout ce qui est patho, carie, paro, fracture, etc. Donc la pano, elle est indispensable. Alors, ça, c'est systématique en diagnostic différentiel. Par contre, pour faire du diag ATM, un examen clinique, pour un évaluateur expérimenté, c'est peu fréquent. D'accord, ok. Donc, hormis la pano, voilà. Ouais, à part pour se conforter, par manque peut-être d'assurance ou de connaissance. Ouais. Et c'est pas une faute de prescrire un IRM ou un scanner pour éliminer pathologie subsidiaire. Hein. C'est pas une faute. C'est juste qu'avec l'expérience, tu vas l'utiliser de moins en moins. Tu te rends compte que c'est pas ok. Voilà. Et souvent, du coup, les patients là arrivent avec des comptes rendus justement où on va parler d'arthrose, peut-être de remaniement, ce qui est des fois un peu stressant pour le patient, parce qu'il pense que du coup, ces douleurs sont liées à ça. Et finalement,
la trouvaille est plutôt fortuite parce que c'est pas forcément son arthrose qui le fait, mais plutôt les tensions. Et donc, des fois, c'est peut-être plus anxiogène que ce que ça va apporter de réponse. Ouais. Plus on voit de choses maintenant, plus on découvre. C'est un peu comme l'arrivée du cone beam en dentisterie. C'est partout. On voit tout. Exactement. Ok, très intéressant. Si là, vous avez, je sais pas, vous rencontrez un jeune dentiste qui a envie de se spécialiser un petit peu, ou du moins d'être plus sensibilisé à ces problèmes d'ATM pour la prise en charge de ses patients, quels seraient les conseils, le parcours, ou alors les actions à mettre en place pour pouvoir l'aider, l'aiguiller? Un dentiste, par exemple, là, qui a envie de sensibiliser à ça, qu'est-ce que tu lui recommanderais, Antonin? D'abord, il y a le fait d'acquérir des connaissances par rapport à la compréhension de tous ces phénomènes qui sous-tendent ces douleurs, ces troubles fonctionnels. Donc l'acquisition de connaissances, c'est un préalable. Donc ça peut être des livres, ça peut être le cours qu'on va présenter chez Learnilib, par exemple, pour lequel il nous a paru totalement évident qu'il fallait le faire à deux avec Julie. Donc ça, c'est un petit peu aussi la spécificité du truc, mais la prise en charge aujourd'hui, elle est plurale, donc l'enseignement, évidemment, il est plural. Oui, ça fait sens. Donc ça, c'est un très bon moyen, je trouve, pour acquérir des connaissances. Et puis après, ne pas avoir peur de commencer à prendre en charge des patients de manière simple, se rapprocher des kinés. Oui. C'est du réseau. Ouais. Vous appelez, vous allez voir quelqu'un, ça vaut aussi pour les kinés s'ils nous écoutent, allez voir les dentistes. C'est-à-dire, nous les dentistes, on rêverait qu'un kiné maxillo pousse la porte de notre cabinet et nous dise « Salut, je m'intéresse à la maxillo, envoyez-moi des patients ». Mais carrément, quoi. Viens, on va aller manger au restaurant, on va ouvrir une bouteille de vin et puis ça va être sympa, tu vois. Et puis on va être séparés, on va commencer à bosser ensemble, voilà comment ça va se passer. Donc en fait, c'est du réseau, local, on prend des connaissances, on commence à faire des cas simples. S'il y a des cas un peu plus complexes, on peut éventuellement s'adosser à des professionnels un peu plus affûtés. On peut faire des DU aussi. Alors, il n'y a pas beaucoup de DU en France, il y a un DU à Toulouse. Ouais. Dont on s'occupe avec mes collègues et amis Florent Destruo, Jean-Claude Combadazou, Constance Cuny, Bertrand Champion, etc. Dans lequel tu interviens. Il intervient. Oui. Il y a un DU à Lille. Et puis, il y a quelques enseignements aussi à Marseille, bien sûr, historiques. Il n'y a pas beaucoup de DU, mais ça reste des très bons endroits où on peut faire du compagnonnage. C'est-à-dire que là, il y a des patients. Et là, on apprend vraiment, surtout sur les techniques plus spécifiques, plus avancées. Et puis, aujourd'hui, on a des étudiants, comme Julie, il y a des étudiants qui s'installent en maxillo exclusive. Et nous, on commence à avoir des étudiants qui s'installent en occluso exclusive. C'est un format totalement inattendu. Oui. En tout cas, moi, j'attendais pas ça. Je suis très heureux de ça. Il paraît que c'est à la qualité des fruits qu'on voit à la qualité de l'arbre. Je ne sais pas si c'est vrai, et en tout cas, ça fait plaisir voir que cette discipline incroyable, innovante, hyper intéressante, immense à investiguer, intéresse des gens. Je trouve que c'est formidable, c'est un très bon message. Et puis c'est un message positif pour les patients. Qui vont pouvoir avoir des réseaux de soins à proximité, des gens qui s'occupent d'eux. Donc ça, c'est formidable pour eux, pour la santé publique, pour nous, pour voilà, tout ça. C'est très bonne énergie, tout ça. Magnifique. C'est le mot de la fin. Travailler ensemble, c'est ça, Ça, c'est le plus important. Donc, se trouver des correspondants, se faire son réseau, puis en plus, au-delà du service rendu aux patients, comme je disais tout à l'heure, ça enrichit aussi notre pratique quotidienne. C'est vrai que c'est des métiers. Alors, on peut très rapidement être un petit peu isolé dans son quotidien et tout. Il faut trouver des moyens de casser ça, parce qu'on sait que ça a des impacts aussi psychologiques pas très jojo. Mais voilà. Mais on fait un beau métier, riche humainement, donc il faut l'exploiter et travailler dans ce sens-là. Okay. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter et qui sont encore parmi nous à cet instant. Je souhaitais vous préciser que nous avons également conçu une formation donc avec Julie et Antonin que vous pourrez retrouver exclusivement justement sur ces TDM pour pouvoir enrichir votre expérience, votre expertise dans ce domaine-là et pouvoir, comme on l'a bien expliqué ensemble, répondre à un vrai besoin de vos patients et puis être pris au dépourvu face à cette situation que l'on rencontre plus que souvent. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. N'hésitez pas à nous partager ce que vous avez pensé de cet épisode. Et à très vite. Merci.